Alors, bienvenue à toutes et à tous pour cette deuxième table ronde de la matinée. Nous en avons eu une première il y a quelques minutes qui s'est achevée où nous avons parlé du dispositif EDEM et de l'opportunité exceptionnelle que constitue pour ce territoire le développement de tout un écosystème autour d'EDEM, de GELVIA, de SLB. Nous vous proposons à présent une deuxième table ronde sur les métiers industriels d'aujourd'hui et de demain et sur l'offre de formation. L'objectif, bien sûr, de cet échange, c'est pas forcément d'être exhaustif, mais de vous donner surtout un panel de ce qui se développe et de vous donner envie d'aller plus loin, d'aller rencontrer aussi les différentes structures de formation sur les stands, d'aller poser des questions. On gardera un petit temps d'ailleurs à l'issue de cet échange pour si vous avez des questions à poser, si on n'a pas été assez clair, assez précis sur un certain nombre de choses. Vous n'hésiterez pas surtout à prendre la parole, je me rapprocherai de vous. Puis si vous n'osez pas prendre la parole, vous me le dites à l'oreille, je vais tirer plus fort. Voilà, alors je vais vous présenter bien sûr mes intervenants, mais tout d'abord pour ceux qui nous rejoignent tout juste ce matin, nous sommes donc là pour la quatrième édition des rencontres Intersud qui se déroulent tous les 2 ans ici. Une journée au cours de laquelle les entreprises, qu'elles soient en sous-traitance industrielle, dans l'outillage, la maintenance, la robotique, les applications numériques aussi, les professionnels du bâtiment ou autres, sont invités bien sûr à venir se rencontrer autour de rencontres B2B avec des donneurs d'ordre industriels, mais aussi, vous l'avez vu, un hall consacré à la formation, et puis cet espace conférence avec des tables rondes qui vont se dérouler tout au long de la journée, et puis un espace de convivialité qui permet aussi des échanges qui se situe juste à l'entrée sur la droite. Alors les métiers de l'industrie, quels sont-ils? Comment vont-ils évoluer demain? Quels seront-ils? Quels sont les prochains emplois qui vont être générés par la filière? On parlait de l'EDEM tout à l'heure, qui a un volet compétences et qui réunit l'ensemble des acteurs de la formation pour définir ensemble, justement, les acteurs de la formation ensemble parlent aux structures de formation pour échanger sur ce qui est attendu dans l'industrie de l'Ouest-Hérault demain. Alors, avec moi ce matin, bonjour à tous les 4 sur ce plateau, Jérôme Haz, vous êtes le directeur de l'IUT de Béziers. Ensuite, monsieur Étienne Léa, vice-président en emploi formation à l'UIMM Méditerranée Ouest. Vous êtes aussi président du site de Montpellier, du pôle de formation, et dirigeant de Captel. Nicolas Navarro, vous êtes dirigeant d'APS Industrie, Startup. Vous allez nous expliquer justement ce que vous faites et quels sont les manques que vous pouvez avoir. Et puis j'ai oublié quelqu'un, ben oui, Alain Doumerc, bien sûr, le responsable du programme Industrie Logistique de Purple Campus. Bonjour donc à tous les 4 et merci d'être avec nous pour venir consacrer une petite heure à ces échanges et à nous parler de ces formations que vous mettez les uns et les autres en place. Et puis, quelle vision vous avez sur ces métiers de demain? Nicolas Navarro, vous êtes, ça ne va pas être un centre de formation, mais bien une société. Vous allez justement nous dire un mot déjà de votre entreprise APS Industrie, parce que vous travaillez chez SLB. On les avait à la table ronde précédente et vous étiez affecté au projet GELVIA avant même sa création d'ailleurs. Oui, c'est ça. Hop. Ah, alors, peut-être quelqu'un a éteint les micros, donc... Allô. Voilà, c'est parfait. Oui, alors moi je vais vous parler de création et d'amélioration d'usines. Je vais le prendre sous cet angle-là, c'est en lien avec la conférence d'avant, puisqu'on a entendu qu'il y avait beaucoup d'initiatives sur des créations de nouvelles filières industrielles. Eden est là pour catalyser ça. Et moi, en l'occurrence, ma spécialité, donc ça fait 18 ans que je travaillais chez SLB, et j'étais en charge du développement des lignes de fabrication, de leur amélioration, voire même de création d'usines. J'ai ensuite été affecté effectivement à GELVIA, à la genèse de l'idée, en partant d'une question: que se passerait-il si on devait un jour fabriquer des électrolyseurs à Béziers? Et sur cette base-là, j'ai bâti tout le programme d'industrialisation jusqu'à la Gigafactory,
en imaginant donc, les usines, les infrastructures, les lignes de production, etc. Et en fait, au cours de ces différentes périodes, j'ai constaté une chose, je ne vais pas rentrer dans les détails, donc il faudra prendre pour argent comptant ce que je vais dire, mais j'ai constaté une chose, c'est qu'un système de production traditionnel, c'est un frein à l'innovation. C'est conçu d'une telle manière que c'est extrêmement rigide, difficile à faire évoluer, difficile à créer, sans parler des coûts. Juste pour donner un petit élément, en fait, il faut savoir qu'un système de production traditionnel avant l'ère du digital, c'était je prends un bâtiment, j'achète des machines, je les pose dans l'atelier, je mets des gens qui s'occupent de tout l'aspect, comment ça fonctionne, les process, etc., tout était manuel, et donc c'était relativement simple à faire. Et ce qui s'est passé ces dernières années, on peut appeler ça l'industrie 4.0, c'est qu'on intègre dans l'industrie tout un tas de nouvelles technologies. Technologies au niveau des équipements, technologies aussi au niveau digital. Et ça crée des difficultés parce qu'on se retrouve dans un contexte aujourd'hui où quand on va monter une usine, on se retrouve devant un parterre d'offres, ce qu'on appelle des offreurs de solutions, qui sont tous spécialisés dans leur domaine et qui proposent des solutions totalement géniales. Mais la question c'est comment est-ce qu'on fait pour bâtir un système cohérent où toutes ces choses-là ont un rôle bien défini et fonctionnent, et fonctionnent en symbiose, elles sont interconnectées, elles échangent des données, tout ça est cohérent et c'est un peu comme si on devait faire une chorégraphie. Et ça c'est un sujet qui est extrêmement compliqué et tout ce qu'on entend aujourd'hui autour de l'industrie 4.0 c'est ok, on a des nouvelles technologies du numérique, on a des nouvelles technologies de fabrication, comment est-ce qu'on coordonne tout ça pour en faire un système cohérent? Ça veut dire que quand vous avez imaginé cette trajectoire, vous nous disiez, j'ai bâti le plan de création de la ligne de cette industrie 4.0 avec ce système de production innovante. Lorsque vous allez chercher des partenaires pour réaliser ces systèmes innovants, finalement, vous avez quoi? Vous avez été confronté à un secteur qui était immature? C'est comme si, pour reprendre les termes de la conférence d'avant sur le puzzle, c'est comme si on avait des gens qui nous proposaient des pièces de puzzle, mais que c'était à l'industriel de se débrouiller pour dire cette pièce elle va là, cette pièce elle va là, et je les connais de telle façon. Parce qu'il faut savoir que toutes ces solutions sont par nature évidemment incompatibles entre elles, propriétaires, les données sont propriétaires, etc. Ça fait partie des business models de l'époque. Quels sont du coup les profits qui vous faisaient défaut? Eh bien, c'est là où la difficulté se trouve pour les industriels. Donc moi, dans ce contexte-là, j'avais bâti des concepts innovants qui permettent de contourner ces difficultés, de faire des systèmes vraiment flexibles et vraiment agiles pour que les industriels puissent se retourner très vite, saisir des opportunités très vite, ce qui n'était pas possible avant. Le problème, c'est que justement, bâtir un puzzle cohérent avec toutes ces technologies, en sachant qu'on parle d'une usine de production, donc ce n'est pas que des équipements de fabrication, ça va être tous les systèmes de pilotage, ça va être tous les systèmes de management, ça va être tous les systèmes de gestion d'entreprise, des mots comme ERP par exemple, les systèmes de gestion de la logistique, les processus, les gens aussi, de compétences, c'est tout ça à mettre en cohérence pour former une... Voilà. Et donc trouver des gens qui ont une vue large de ce qu'est un système de production, de comment ça fonctionne, de quoi il est composé et comment est-ce qu'il faut que les choses se passent à l'intérieur, ça c'est des compétences qu'on ne trouve pas. Alors moi en l'occurrence en 18 ans ça m'est arrivé 2 fois d'en trouver 2 personnes, un qui c'était sa passion, c'était même pas son métier, et le deuxième c'est un thésard qui se trouvait avoir fait une thèse un peu mouton à 5 pattes sur ce thème, il était le seul, et sinon on n'en trouve pas. Alors après ça va être des gens qui ont 20-30 ans d'ancienneté dans ces domaines-là, avec le risque d'avoir des ancrages avec des techniques traditionnelles qui ne sont pas adaptées. Donc voilà, la première difficulté, c'est de trouver des compétences qui permettent de bâtir un système cohérent avec tout ça et d'imposer ça aux différents offreurs de solutions. Et je fais exprès de focaliser là-dessus et pas sur les compétences techniques de chaque domaine, où là je pense qu'on est bien lotis. Et donc c'est en partant du constat que c'était extrêmement difficile d'avoir les compétences qui permettent de bâtir un système cohérent que j'ai pris la décision de bâtir la société APS. APS, voilà. Alors expliquez-nous ce que vous faites du coup chez APS. L'ambition d'APS, c'est dès maintenant sur le court terme d'apporter une compétence en architecture de système à tous les industriels qui souhaitent créer un système de production qui se veut être agile et flexible en évitant tous les pièges que j'ai cités avant. Donc les accompagner dans
l'architecture du système, et demain d'apporter des solutions technologiques qui permettent de le faire encore plus facilement et plus rapidement, avec l'ambition de réduire au moins par 10 le temps nécessaire pour créer et déployer un système, ou l'améliorer. Je suppose que quand vous avez monté votre société qui a pour but justement de proposer cette construction, cette architecture et donc cette vision globale, vous aussi vous avez été confronté au même souci, c'est de trouver le bouton 5 pattes. Eh bien, c'est très difficile. Alors j'ai eu la chance peut-être, ou j'espère, mais en tout cas j'ai réussi l'exploit une première fois avec SLB de bâtir une équipe pluridisciplinaire qui regroupe des compétences du monde du digital, du monde du software, du monde des process de gestion d'entreprise et de l'aspect process fabrication. Ça a été dur, mais on avait réussi à trouver quelques profils intéressants. On avait bâti des projets, je pense, qui ont participé à ce que est devenu SLB aujourd'hui. Quand j'ai démarré Genvia, j'ai eu la même problématique, arriver à créer une équipe pluridisciplinaire de zéro cette fois, puisque c'est une entreprise indépendante quand même. Et donc trouver des profils hybrides, j'ai envie de dire, et digital et fabrication, c'est super difficile. J'ai pour le coup pas réussi, mais j'ai compensé ça en faisant une équipe avec des profils différents que j'ai forcé à être tous ensemble pour qu'ils fassent des bébés et qui déteignent les uns sur les autres. Ils s'acculturent les uns les autres et que finalement ils arrivent à acquérir cette vision d'ensemble. C'est ça. Aujourd'hui, puisqu'on va parler, on va développer avec nos autres invités le panel de formations qui sont mises en place, et c'est pour ça que je voulais commencer avec vous, pour qu'on ait cette vision chef d'entreprise. Quels sont les points d'amélioration d'après vous dans les formations ? Eh bien, moi je dirais, dans un premier temps, ça va être d'avoir et des formations de spécialistes dans des domaines bien particuliers, et aussi des formations plus généralistes qui traitent de l'architecture de systèmes de production. Enfin, on a des grosses initiatives de réindustrialisation de la France. Aujourd'hui, ce genre de problématique, si on réussit, va se répéter. Et donc, il faudra avoir des gens qui sont capables d'appréhender le système dans sa globalité. Et ça, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas trouvé de gens sortis d'école qui étaient capables de s'intégrer dans ce genre de projet-là avec une vision large. Le deuxième aspect qui est fort, c'est compris là-dedans, mais c'est la convergence, ce qu'on appelle la convergence IT-OT. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, traditionnellement, on a un service informatique d'un côté et on a la production de l'autre, les usines. Et quand il arrive que des fois ils se parlent parce qu'ils sont obligés, ils ne se comprennent pas. Donc ceux qui sont dans la partie usine, ils ne savent pas poser les bonnes questions parce qu'ils ne se rendent même pas compte de ce qui serait possible de faire. Et ceux qui sont dans les services informatiques, typiquement, pardon si je caricature un peu, se disent donne-moi un cahier des charges et je te le fais, mais moi par contre je connais rien à ton domaine, donc je peux pas le... Voilà. Et c'est cette barrière qu'il faut faire tomber. Donc pour moi aujourd'hui on ne peut plus envisager un employé dans une usine à quelque niveau que ce soit qui n'ait pas au moins, j'allais dire au moins une connaissance de ce que c'est que le monde du digital, être capable de poser des questions, de le comprendre suffisamment pour proposer des idées et mettre des besoins. Et inversement, un développeur informatique dans l'industrie qui ne connaît pas les processus industriels et le fonctionnement d'un système, il n'aura plus sa place non plus. Donc on doit arriver à faire des hybrides. Et alors dans tout ça arrive l'IA. Et dans tout ça arrive l'intelligence artificielle. Alors quel est l'impact finalement sur les problématiques que vous décrivez? Alors pour le coup c'est intéressant, ça peut aider dans le sens où justement, les gens qui doivent avoir une vision globale, ils doivent se tenir toujours informés de tout ce qui existe, de à quoi ça sert, comment ça fonctionne, dans plein de domaines. Ils doivent être spécialistes de rien, mais ils doivent connaître un peu tout. Et ça, c'est pas facile. Et tout en suivant le rythme de développement technologique, toujours plus en plus frénétique, c'est extrêmement difficile à suivre. Donc la veille technologique demande un effort considérable. Ce que va apporter l'IA, c'est d'avoir dans sa poche un assistant à qui on peut poser des questions pour dire tiens, dans ce domaine-là, il existe quoi, tiens, ça marche comment. Et donc c'est un peu comme si on avait des gens qui étaient augmentés d'un copain dans la poche, qui peut donner une vision plus large et des indications pour ensuite creuser les sujets. Moi, c'est la première application que je vois. Après, bien sûr, il y a des sujets plus terre-à-terre, du type aide à la rédaction. Moi, je m'en sers énormément. Moi, je dois rédiger quelque chose, je marque des trucs, il ne faut pas les tuer, hein, mais je marque des trucs un peu en vrac, et je dis, même moi, ça va propre.
On ne va pas dire ça aux étudiants. Alors, Jérôme Haas, vous êtes le directeur de l'IUT. Vous avez eu l'occasion, lors de répondre à un appel à manifestation d'intérêt général lancé par l'Université de Béziers, pour faire un diagnostic des métiers de l'industrie 4.0 et 5.0 justement. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le contexte dans lequel vous avez répondu et pourquoi cette question s'est posée? Tout à fait. Alors, c'est un appel à manifestation d'intérêt compétences et métiers d'avenir lancé par l'État. Dans le cadre de France 2030, on demande la réindustrialisation du pays. Et donc il y a un certain nombre de sujets qui ont été posés sur la table avec 29 thématiques phares. Et donc l'Université de Montpellier a répondu en avril 2022 et a été lauréat de l'appel à projet donc, sur le diagnostic. Et donc c'est des diagnostics pour les formations, avec un focus particulier sur l'industrie 4.0 et notamment la partie cybersécurité et intelligence artificielle. Donc c'était piloté par l'IUT de Nîmes et l'IUT de Béziers, Polytech et l'École de chimie. Donc ils sont toutes les quatre des composants de l'Université de Montpellier, ont répondu et participé à l'appel à projet. Combien il y avait d'entreprises qui ont été interrogées sur leurs besoins de compétences? Alors, ça a été piloté par un cabinet extérieur, donc, qui a été partenaire donc, de l'appel, et ça a été mené d'août à novembre 2022, et il y a eu 130 entreprises d'analyse expertisées, donc une trentaine qui ont été auditionnées de manière très détaillée en entretien individuel, donc dans beaucoup de domaines différents, donc, la chimie, l'agroalimentaire, l'industrie lourde, j'ai déjà par exemple été auditionné, et une centaine d'entreprises qui ont été sollicitées par des entretiens beaucoup plus simples à distance, par téléphone. Alors si on dit un mot un peu du résultat, quels sont les besoins en compétences qui ont été constatés autour de la chaîne de production? Alors, ce qui est assez intéressant et rassurant, c'est que toutes les entreprises qui ont répondu sont dans cette migration, au passage du 3.0 au 4.0. Et certaines sont déjà au 4.0 et envisagent le 5.0, donc sans rentrer dans les détails, c'est ce qu'on a pu évoquer, c'est-à-dire que passer l'ère du numérique, le pilotage de la chaîne, la communication entre les différents services, etc. Ce qui manque, et donc, c'est beaucoup de compétences transversales, notamment une acculturation dans ces problématiques, des problématiques bas niveau, la sécurité, donc la cybersécurité, parce que les machines vont communiquer, donc si on veut pouvoir les piloter, il faut pouvoir faire remonter de l'information des machines. Ce qui n'était pas du tout le cas avant, il y avait un opérateur derrière sa machine et lui seul avait la compétence et transmettait à l'équipe suivante. Donc là, si on veut la piloter, ça veut dire qu'aussi on peut être attaqué. Donc il faut sécuriser tout cela, il faut faire descendre de l'intelligence artificielle à l'intérieur, par exemple faire de la maintenance prédictive ou de la maintenance préventive, ce qui permet donc d'anticiper les pannes et donc d'arrêter la machine au meilleur moment en ayant commandé les pièces en avance et donc de ne pas arrêter la ligne de production, en tout cas le moins possible, de ne pas attendre que ça casse. Donc, tout ça, c'est des choses qu'il faut acculturer. Et donc, ce qui a été remonté au travers de cette AMI-CMA, c'est qu'il y a un certain nombre de propositions qui ont été faites. Donc, de l'acculturation pour l'intégralité des apprenants, donc du niveau pré-bac ou post-bac, jusqu'à la construction de diplômes nouveaux, très spécialisés, par exemple des thèses au niveau Bac plus 8, ou des diplômes d'ingénieur. Et entre les deux se situe le niveau Bac plus 3, Bac plus 5. On va pouvoir soit transformer des formations existantes pour les amener à plus de transversalité ou d'hybridation, soit créer de nouvelles formations. Alors comment on fait évoluer justement les formations? Elles doivent s'adapter pour faire monter en compétences, on voit les personnels existants, et comment? Alors déjà, en créant des partenariats avec des personnes qui savent dans l'industrie, en acculturant aussi les enseignants, parce que c'est pas immédiat non plus de nous franchir le pas. Donc, je parle en tant que je suis moi-même enseignant, donc je sais pas, je découvre des domaines que je ne connaissais pas il y a quelques mois ou quelques années. Ensuite, on peut acculturer les formations existantes, donc en amenant par exemple la notion de cybersécurité, sensibiliser. Parce que dans la salle, tout le monde depuis maintenant novembre a entendu parler de l'intelligence artificielle, au moins sous la forme de ChatGPT qui n'avait pas encore été cité, mais qui était latent. Ce n'était pas le cas il y a un an. Et donc on voit que depuis, ça fait à peine 6 mois, on en entend parler tous les jours. Et donc je pense qu'il y a énormément de fantasmes autour de ce qui se cache derrière, puisqu'on voit des performances extrêmement impressionnantes du côté de génération d'images, de texte. Donc il faut aussi montrer ce qu'on peut en espérer, les limitations.
pour comprendre ce qui se passe. Et créer aussi des formations donc hybrides, avec des profils hybrides. Complètement. Donc là, c'est une des réponses de l'IUT de Béziers. Donc, nous avons initié en novembre 2021, dans le cadre de la venue du président Macron pour inaugurer le site de Geneviève, nous avons initié, ce qu'on avait anticipé aussi qu'il y avait ces besoins, la création d'une nouvelle formation à l'IUT, donc sous la forme d'une licence professionnelle en 3 ans, qui va être au carrefour de la robotique, de l'intelligence artificielle pour l'industrie. Et donc l'objectif, c'est vraiment de créer pour les étudiants de post-bac, dès la première année, et de les acculturer, de faire des hybrides, c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure, donc dès la formation, et donc de les amener progressivement à devenir ce que nous on a envie d'appeler des couteaux suisses de la robotique, de l'IA pour l'industrie. Pas des spécialistes de la robotique, pas des spécialistes de l'intelligence artificielle, parce qu'en général, il y a des formations existantes qui sont bien établies, que ce soit des BTS, des licences, des diplômes d'ingénieurs, mais vraiment des personnes qui vont être bien formées aux technologies de l'IT, de l'outil. Donc on a fait en sorte de recruter des personnes qui sont carrefour de ces compétences. Et donc la formation, elle a mis 1 an et demi à être instruite, elle est accréditée par le ministère depuis janvier, et là on ouvre en septembre. Elle ouvre en septembre sur le niveau 1 et 2, c'est ça, en alternance, en formation initiale et en même temps une deuxième année en alternance. C'est ça? C'est tout nouveau, malheureusement la deuxième année en alternance n'ouvrira pas, par manque de candidats. Mais la première année ouvre bien évidemment en septembre, et donc nous allons progressivement monter en compétences. Avec un recrutement par Parcoursup. Tout à fait, un recrutement qui est en cours sur Parcoursup, donc 26 places qui sont offertes dès la première année en septembre. Et donc on va monter tranquillement en compétences sur 3 ans. Donc c'est une formation, juste en tant que directeur de l'activité, je suis relativement fier, parce qu'elle n'existe nulle part ailleurs. Donc c'est vraiment un prototype qu'on mène ici. Donc les IUT ont subi une grosse réforme il y a relativement peu de temps. Donc en septembre 2021, on a fait rentrer les premiers bachelors universitaires de technologie, donc qui sont les remplaçants des diplômes universitaires de technologie. Donc les DUT n'existent plus, ils sont remplacés par les PUT. Donc cette année, typiquement, il n'y a aucune diplomation au niveau national, puisque c'est la deuxième année des PUT, donc en septembre, on fait rentrer les plus de 3. Et donc le mécanisme national ne permet pas de prototyper aujourd'hui des nouvelles formations, donc il y a 24 spécialités qui existent au niveau national. Donc à l'UT, il y en a 4 qui sont représentées par exemple. Et donc cette formation robotique et IA n'existe pas. Et donc nous, on a voulu la prototyper. Donc ça ressemble à un BUT. Ça s'appelle une licence professionnelle, puisqu'un BUT est une licence professionnelle, c'est-à-dire une licence niveau Bac plus 3, 180 crédits CTS. Et donc si tout se passe bien, d'ici 4 à 5 ans, nous aurons un nouveau BUT au niveau national. Donc nous aurons été, nous, les prototypes à Béziers, grâce à Hélène, Julia, qui a créé une dynamique extraordinaire. Dernier point peut-être, quels sont les besoins pour la suite? Alors les besoins sont assez conséquents, puisqu'on ouvre la formation, donc comme toutes les formations de l'IUT, elle sera ouverte dès l'année prochaine, mais toutes les autres formations sont ouvertes à l'apprentissage en deuxième année. Donc on va avoir besoin rapidement de faire des liens forts avec les entreprises pour l'alternance. Elle est aussi ouverte en formation continue, comme toutes les formations de l'IUT. Nous avons déjà des demandes de personnes qui veulent se reconvertir, qui veulent monter en compétences. Donc on est prêt à les accueillir. On va avoir besoin de créer... Notre objectif, c'est de mettre les étudiants en situation professionnelle dès le mois de février. Pour le début du second semestre, sous la forme de mini-projets, de mini-stages immersifs d'une semaine. Donc besoin d'entreprises pour nous accompagner. Le message est passé. Voilà, de conférences et autres. Alors, je vais me tourner vers Alain Denard pour Purple Campus, si vous le voulez bien. Vous êtes responsable programme industrie logistique, c'est bien ça? C'est cela, oui. Voilà. Alors, pour rappel, Purple Campus est une entité régionale, c'est anciennement CCI Sud Formation, qui regroupe 17 CFA répartis sur toute l'Occitanie. Sur Béziers, il y a en particulier la filière donc, industrie logistique qui forme au métier de l'électricité, de la maintenance industrielle et de la logistique. Quels sont les besoins des entreprises? Alors, bonjour à tous, tout d'abord. Si je m'en tiens au métier dont nous assumons les formations jusqu'à présent, les besoins que nous avons identifiés auprès des entreprises du secteur concernent les métiers de l'électricité, avec électrotechnique, électromécanique, les électriciens également. Les métiers de la maintenance, ça a été évoqué, de la maintenance industrielle, agents et techniciens de maintenance. Des métiers de conduite de machines automatisées, de pilotage de lignes de production.
alors que ce soit des lignes d'assemblage, des lignes de conditionnement, des lignes de fabrication. Et nous avons identifié également des besoins au niveau de la logistique. Alors, du coup, face à ça, vous dispensez un certain nombre de formations à différents niveaux. Est-ce qu'on peut détailler un petit peu les formations que vous dispensez? Alors oui, alors en ce qui concerne cette filière industrie logistique, nous avons la filière qui va du CAP jusqu'au BTS. Ouais. Alors la base de notre pyramide, si j'ose dire, est le CAP électricien. C'est un CAP qui forme aux différents domaines de l'électricité, que ce soit l'électricité bâtiment, tertiaire ou même industrielle. Et donc ce CAP constitue un petit peu notre base pour attirer un maximum de jeunes vers les métiers techniques, sachant qu'ils vont très peu naturellement vers les métiers industriels qui sont malheureusement très peu connus. Donc là, c'est la porte d'entrée. C'est la porte d'entrée, Ensuite, effectivement. du coup, on glisse vers le bac pro. C'est ça. Ensuite, nous avons un certain nombre de bacs pro, en particulier le bac pro MELEC, c'est le bac pro électricien, donc qui approfondit un petit peu les différents domaines de l'électricité et en particulier tout ce qui concerne les automatismes du bâtiment et les automatismes industriels. Alors, nous avons également le bac pro, alors maintenance industrielle, alors qui s'appelle MSPC, maintenance des systèmes de production connectés. Alors ça c'est un bac pro qui est purement industriel, où on aborde les technologies, alors, de l'électrotechnique, une fois encore, pneumatique industrielle, hydraulique industrielle, les automatismes, la mécanique également, la mécanique sur machine, et les divers aspects en fait, de la maintenance industrielle. Sachant que ça prend en compte bien sûr tous les aspects connectés et la numérisation. Toutes les nouvelles technologies aujourd'hui. Exactement, les nouvelles technologies. D'ailleurs, le référentiel a changé il y a peu de temps pour prendre en compte ces différents aspects. Il y a le bac pro aussi, pilote de ligne de production. Oui, effectivement. Donc il y a le bac pro pilote de ligne de production, qui va former en fait les apprentis à la conduite de machines, la conduite de lignes, alors comme je le disais tout à l'heure, que ce soit des lignes de fabrication, d'assemblage ou de conditionnement. Et nous avons encore au niveau bac pro, donc le bac pro logistique qui prend en compte l'apprentissage des flux entrants, des flux sortants. C'est une composante en fait, de la supply chain qui a été évoquée lors de la conférence précédente. Et nous ouvrons à la rentrée, un BTS. Voilà, à la rentrée 2023. Alors pour répondre aux attentes justement des entreprises, nous ouvrons un BTS, alors MSP, maintenance des systèmes de production, donc en alternance également, qui va, alors j'allais dire prolonger les bacs pro MSPC, les bacs pro MELEC, mais également en fait des jeunes qui ont fait des bacs techniques ou même des bacs généraux peuvent candidater à ce type de formation était vraiment ouvert pour répondre aux besoins des entreprises. C'est-à-dire que les entreprises cherchaient des compétences de ce niveau-là et donc vous ouvrez la formation pour permettre de fournir des candidats. Oui, tout à fait. D'autant plus qu'avec ce qui a été évoqué précédemment, nous pensons que non seulement le fait d'avoir ce BTS a peut-être une finalité pour travailler dans la maintenance dans les entreprises, vu les besoins des entreprises, mais que ça peut être également un tremplin pour aller au-delà, sur des formations, Bac plus 3, voire au-delà. Alors, les filières comptent actuellement, je crois, une centaine d'apprentis, c'est ça, pour 2022-2023. Il y en avait à peine 75, je crois, précédemment, donc on est en pleine croissance. C'est ça, nous avons une certaine croissance au niveau de cette filière-là. Et nous espérons qu'elle va se poursuivre. Ouais. Alors il y a aussi d'autres formations qui sont soit des modules, soit de l'apprentissage. Je voudrais qu'on en dise un mot aussi parce que vous assurez aussi d'autres types de formations. Alors oui, effectivement, au sein de Purple Campus, vous l'avez dit, nous sommes 17 centres et nous avons plusieurs filières qui peuvent concerner les services support au niveau des entreprises, mais également le commerce, l'hôtellerie-restauration, la mécanique, véhicules, etc. Nous assurons, alors toutes ces formations se font en alternance et en particulier en apprentissage, qui est notre cœur de métier depuis plus de 40 ans. Nous avons également des formations, type formation continue, alors que nous faisons à la carte, et qui concernent les technologies de l'industrie, électrotechnique, pneumatique, hydraulique, automatisme, maintenance en elle-même, et nous assurons également des formations réglementaires en termes de sécurité, SST, habilitation électrique et autres.
Alors juste un événement comme aujourd'hui, avec d'un côté les entreprises qui se rencontrent pour des rendez-vous, la sous-traitance, et puis aussi toute la formation. Qu'est-ce que ça représente? Alors, pour nous, c'est très important d'être ici. Alors, d'une part, pour consolider les partenariats que nous avons déjà avec les entreprises du secteur et rencontrer, pourquoi pas, de nouvelles. Pour consolider les liens que nous avons également avec les autres centres de formation, car nous avons, je pense, l'ambition d'être complémentaires et non pas concurrents en fait, sur les formations. Ensuite, nous avons, comment dire, l'aspect visiteur que nous allons recevoir tout au long de la journée est pour nous important. Alors à la fois collectivement pour faire reconnaître les métiers de l'industrie, vers lesquels, je l'ai dit, peu de gens se dirigent naturellement. Alors qu'on voit Ah oui. un peu la force, la puissance et puis surtout l'avenir qui s'offre pour ces métiers-là. Tout à fait. Et nous avons aussi, alors par l'intermédiaire des apprentis qui sont ici présents, donc il y a Cindy, Noémie, Thibaut et Léo, qui seront tout à l'heure à l'espace Formation. oui, à l'espace formation pour répondre à toutes les questions sur l'apprentissage, sur les formations, sur la façon dont ils vivent leur apprentissage. Et voilà, ils sont là en fait, pour répondre à toutes les questions et dire qu'on peut aussi aller vers les métiers industriels par l'apprentissage. On peut aussi accéder aux métiers industriels en partant du CAP. On a certains jeunes chez nous qui ont commencé au CAP parce que ils ne voulaient plus aller dans un système classique à l'école et qui ont fini au BTS ou même qui vont rentrer dans des écoles d'ingénieurs. J'en ai rencontré un hier. Et donc, c'est une grande réussite pour nous et surtout, c'est une grande réussite pour eux. Allez, on va se tourner à présent vers l'UIMM avec Étienne Léa, vice-président emploi formation. Vous allez déjà nous présenter les structures de formation de l'UIMM en Occitanie, parce que l'industrie en Occitanie, on n'a peut-être pas trop donné de chiffres, mais je crois qu'il y a plus de 84 000 entreprises et plus de 220 000 salariés, c'est ça? Alors, je vais parler que de la métallurgie. Ouais, allez, que de la métallurgie, 60% à peu près de ces volumes. Ouais, en gros, c'est 130 ou 40 000 salariés, donc collaborateurs en Occitanie. Donc, c'est pas mal. Nous, comment on est structuré? On s'appelle les pôles formation, Ouais. en fait. Et il y a 4 pôles formation, du coup. Il y a également 4 CFAI, en fait, dans la région. Donc, ils sont ventillés sur le territoire. Je vais expliquer pourquoi. Donc, vous en avez un à Bagnoles, donc dans le Gard rhodanien, c'est nucléaire. Vous en avez un à Montpellier, Malherbe précisément, un à Toulouse et un à Figeac pour la mécanique vallée. Pourquoi cette implantation? Parce qu'on essaye quand même, nous, industriels, moi je suis industriel, je suis un élu qui a la casquette emploi formation. Donc l'idée c'est d'être au plus près en fait des besoins des industriels de la branche et donc d'être dans les territoires. La notion de territoire c'est hyper important pour nous. Je ne vais pas vous parler de Toulouse Airbus, si on parle Aix-Languedoc-Roussillon, c'est quand même beaucoup de PME qui sont ventillées sur des territoires historiques en fait, avec des compétences historiques. C'est très très important de les accompagner et de les suivre. Alors vous avez 3 activités principales, la formation en alternance, Exactement. la formation continue des salariés et la formation certifiante pour les demandeurs d'emploi. Peut-être quelques chiffres clés de la formation industrielle métallurgie en Occitanie. Alors, l'alternance, donc ça c'est vraiment le rôle des CFA, d'accord, ainsi que de nos partenaires qui peuvent être des lycées, par exemple Jean Moulin à Béziers. À Béziers. Donc, en gros, tout compris, c'est 2000 jeunes formés chaque année dans nos CFA. 2000, ça peut paraître beaucoup, et en fait, ça correspond à 50% du besoin de la branche. Quand on forme un jeune, il en faudrait 2. On n'arrive pas à remplir tous les besoins. C'est très très compliqué d'avoir les jeunes, on l'a dit, de trouver les personnes en formation initiale. C'est compliqué. Là, je suis vraiment ravi. Personnel féminin, 50%. Vous avez été choisi, c'est pas possible. On lutte contre ça, c'est très difficile. Très difficile donc d'attirer des profils. Donc nous, on forme en effet du CAP jusqu'à l'ingénieur. Donc sur tout le territoire, c'est hyper important. Les besoins des entreprises évoluent. On a toujours besoin de personnel en atelier, mais on voit que le niveau monte et les besoins montent. Sans rentrer dans l'IA, sans ça, même,
ça devient très très important, c'est les remontées terrain de nos adhérents en fait. Après, il y a les formations des salariés, puis il y a aussi ce retour à l'emploi. Exactement. Alors les salariés, on forme environ, nous avons une structure qui s'appelle l'AFPI, donc qui a pour objectif de former les collaborateurs des métiers de l'industrie. Donc la métallurgie toujours, environ 2500 personnes donc formées chaque année. Donc c'est beaucoup, mais ça correspond à des besoins. Donc ça peut être dans la santé, sécurité, c'est tout. D'accord. Donc par contre, je reviens à la formation initiale. Les formations initiales, CAP à l'ingénieur sur les métiers traditionnels, donc dont on a tous besoin. Là, on est à Béziers, ils vont comprendre. C'est pas partout pareil, mais la chaudronnerie, tout un tas de choses qui sont essentielles à nos métiers. D'accord. Il faut qu'on aille chercher les gens. Ah oui. Les entreprises sont là, elles ont des besoins. Il faut qu'on aille chercher les jeunes, etc. C'est hyper important pour nous. Et donc le retour à l'emploi. Donc là le aussi. retour à l'emploi, en plus, donc en effet, on travaille donc avec Pôle emploi, les écoles de la deuxième chance et d'autres, les missions locales, donc pour essayer d'aller chercher des personnes qui sont éloignées donc, de l'emploi, donc qui sont en situation compliquée en fait socialement, qui sont vraiment éloignées d'un emploi, donc d'aller les chercher et donc de leur montrer donc, qu'ils ont un avenir dans l'industrie. C'est pas forcément la terre battue, hein. L'industrie a beaucoup évolué, donc à partir de là, on a besoin de tous les profils. Et ces profils, il faut aller les chercher de plus en plus loin. Donc c'est pour ça qu'on travaille avec Pôle emploi. Donc en gros, chaque année, on rencontre 2500 demandeurs d'emploi, des personnes qui sont éloignées, hein. C'est pas des personnes, c'est vraiment des personnes éloignées de l'emploi. Et ces 2500 personnes, c'est pour leur dire que l'industrie a besoin d'eux, s'ils sont d'accord, s'ils sont motivés. Et à partir de là, on arrive à en former, nous, à les intégrer dans des parcours de formation, donc environ 5 à 10%. Alors je crois pas que... beaucoup, mais c'est déjà ça. Je crois qu'il y a C'est déjà ça. 40 types de formations différentes sur tous les métiers, sur tout le territoire par l'alternance, et 70 parcours de formation pour les salariés, c'est ça Voilà, à peu près. voilà. Pourquoi autant de formations proposées? Alors, on a un portfolio en effet de 40 types de formations initiales. Donc du CAP à l'ingé, déjà ça fait plus beaucoup de niveaux, donc beaucoup de formations. Et ça, le choix d'ouvrir des formations, la typologie des formations, le contenu, c'est les industriels qui le demandent en fait. D'accord. Nous on est vraiment, ce sont des outils de la branche. Donc on a 4 pôles formation en région, parmi 138 sur le territoire national. Nous en Occitanie, les industriels, au travers de nos observatoires, de nos enquêtes annuelles, etc., nous font remonter des besoins. Et vous créez des formations en fonction. Et donc à partir de là, nous devons nous adapter, si possible, au plus proche des bassins. C'est ça le challenge en fait. C'est d'être dans les territoires, de trouver les entreprises, les personnes informées, etc., avec nos partenaires, toujours pareil. Et donc c'est une quarantaine en effet de formations différentes qui sont demandées. Quand elles sont plus demandées, on va les mettre en stand-by. Quand il y en a des nouvelles, on en parlera après, on va les ouvrir. Mais on ne les ouvre pas comme ça, c'est vraiment le territoire. Une réponse, une remontée du terrain. Exactement, c'est hyper important. Alors, mais Et justement, pour me poser oui. la question sur la formation de nos collaborateurs, là en effet, on est sur Ah oui, un la portfolio plus formation large, continue, les environ salariés. 70, voilà, environ Ouais. 70 différentes, qui tapent donc sur des métiers qui sont un peu plus larges que la D'accord. formation initiale. Donc on n'est plus que sur l'opérationnel, il y a également toutes les fonctions support industrielles. Donc les fonctions support, ça peut être les achats, au sens industriel, pas au sens achat des crayons bic. Ouais. C'est des achats industriels, c'est tout un tas de choses vraiment qui sont liées à l'industrie et dont on a besoin dans nos entreprises en fait. Et c'est vrai qu'on parle toujours de production, mais il y a des fonctions de support qui sont ultra industrielles. Et donc ça c'est primordial. Et ça se forme. C'est CAP jusqu'à l'ingénieur, etc. Alors, justement, donc, voilà. dites-nous, vous avez évoqué, on crée des formations en fonction des besoins qui nous remontent du terrain. On va dire un mot de ces nouveaux métiers, de ces nouvelles formations. Donnez-nous un peu quelques noms, quelques idées. Jamais de nom. Non, mais bon, on était d'accord entre nous, il a été évoqué de la robotique, tout un tas de choses. Ouais. Il faut voir que quand vous avez des nouveaux projets industriels Sur un territoire, ben oui, évidemment. C'est énorme, c'est structurant, c'est hyper important. D'où il faut Vous avez- anticiper. Exactement, vous avez des projets éoliens sur Port La Nouvelle, vous
Vous allez dans le territoire, donc ça, le nucléaire semble-t-il est relancé à fond. Nous, on est vraiment concerné sur Bagneux, sur 16, le Garo-Dagnin, etc. Et en plus, qui repart à fond. Du coup, c'est quoi? C'est des formations cybersécurité, c'est des formations robotiques, énergie renouvelable? Exactement. Ça, on parle bien des besoins actuels et futurs. Ouais. Donc c'est du long terme, hein, ce dont on parlait tout à l'heure. C'est vraiment ça, la cybersécurité. On voit quand même que dans l'industrie, on n'est pas super sensibilisé dans nos machines. Ça fait longtemps que ça aurait dû commencer. Mais bon, voilà, ça c'est des choses qui arrivent. Il faut absolument acculturer les industriels. Alors je parle pour la métallurgie, tout le monde est concerné. L'agro et compagnie, tout le monde est concerné vraiment. La cybersécurité, c'est hyper important. Il y a énormément de projets qui sont naissants sur le territoire. On parlait de réindustrialisation, qui viennent pas. Donc c'est très très bien. Voilà, mais on a vraiment besoin en fait de partir dans les nouvelles formations. C'est les besoins des industriels. On n'invente pas, on ne sort pas des formations pour le fun, pour se faire mousser. Ils ont remporté un appel à la manifestation parce qu'il y a un vrai besoin. C'est pour répondre à un besoin dans les territoires. Donc on a besoin de personnes pour entrer dans ces formations et lutter tout le monde. Il n'y a pas de concurrence, je pense, pour leur faible. Il y a des C'est normal. complémentaires. Mais par contre, il y a de tels besoins qu'on a besoin en effet, D'être de mettre tous nos là. énergies en commun à un certain niveau parce qu'en fait, on a un vrai besoin. Et je parle que pour l'industrie métallurgique. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors je me tourne vers vous dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions complémentaires, des remarques que vous souhaitez faire? Oui, je vais me rapprocher de vous. Bonjour. Michel Laclos, directeur de stratégie de Purple Campus. Juste rajouter que tous nos partenaires, on est aussi très près, l'UNM, le commerce, etc., très près à monter des formations aux besoins. Je crois que la formation continue avec le diplôme, etc. Mais maintenant, suite à la loi de 2018, il y a une possibilité de monter des systèmes par bloc, des systèmes beaucoup plus agiles, et je crois que le territoire de Béziers en a besoin. Je pense que les entreprises de travail temporaire nous cherchent aussi sur ces métiers, sur ces moments-là. Et donc voilà, l'idée c'est aussi d'être là quand le besoin s'exprime. Il est là, c'est sûr, mais en plus il y a des problématiques de synchronicité qu'on peut travailler ensemble. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres réactions dans la salle? D'autres questions? Hop. Oui, je vous écoute. J'ai un certain âge. J'ai passé le bac pro, mécanique, mathématiques. Au niveau maths, c'est du C. Au niveau mécanique, tout tour, les machines, les trucs. Et j'ai un troisième, j'étais un des derniers élèves qui a continué son latin. C'était une deuxième année comme le latin. Alors en fait, j'imagine pas réellement qu'on avance. Je pense qu'on recule. Parce qu'aujourd'hui, DevOps, Scrum, sont des outils qu'on met en place par des informaticiens pour guider les programmeurs dans les machines. Je crois essentiel pour 20 ans. Et en fait, on en est où là? Parce que monsieur a développé Scrum, ça existe depuis longtemps. DevOps, ça existe. XP, ça existe énormément aujourd'hui dans l'industrie. Et ça fait un certain temps. La maintenance prédictive, ça fait 30 ans, 40 ans, ça fait longtemps. Et donc, on se réveille pour dire. Effectivement, on peut constater, c'est malheureux, mais on peut le constater, dans l'industrie, les nouvelles technologies mettent un certain temps à arriver. Quand je parlais effectivement de solutions innovantes, c'est une manière d'adapter justement les technologies issues du monde du software à l'industrie, ce qui n'est pas trivial, parce que c'est un problème de cybersécurité, mais aussi de sécurité tout court. C'est-à-dire que quand on déploie en DevOps une application sur le cloud pour cliquer sur un site internet, si ça bug, on tue personne. Quand on a une machine avec une pièce de 30 tonnes qui tourne à 400 tours minute et que s'il y a un problème, elle traverse l'atelier à 100 km/h en embarquant tous ceux qui sont sur le passage. Donc, mais l'enjeu, c'est effectivement d'adapter les technologies issues du monde du software, qui pour la plupart existent, de les adapter pour les intégrer dans l'industrie. Je compte sur IBM Cloud, sur NVIDIA, sur Intel. C'est ça, et c'est ça la transformation qui est en train de subir l'industrie. Et d'ailleurs, si je peux me permettre un commentaire Bien sûr. un peu sur le côté,
On a beaucoup parlé de formation initiale ou de reconversion, mais il y a un autre vrai gros défi qui, je pense, n'est pas toujours très peu traité aujourd'hui, c'est, alors j'ai le terme en anglais, je ne sais pas comment on le dit en français, c'est le lifelong learning, le fait d'être en apprentissage Oui, toute sa vie, la formation continue, on en a un peu parlé. Et même au-delà de la formation continue, il y a l'auto-formation. Oui. Aujourd'hui, il y a une certitude, c'est que les technologies à laquelle on va être confronté pendant nos études, le jour où on arrive sur le marché de l'emploi, elles sont obsolètes. Donc il les faut quand même parce que ça permet de démarrer rapidement sur le court terme et de rentrer dans le marché de l'emploi. Mais il y a un vrai sujet de comment est-ce qu'on se maintient à jour, comment est-ce qu'on s'auto-forme. Aujourd'hui, moi si je parle des équipes que j'ai eu à former, la plupart des talents un peu justement polyvalents, hybrides, sont des gens qui se sont auto-formés. Et donc il y a un vrai sujet d'apprendre du contenu pour démarrer vite, mais surtout apprendre à apprendre par soi-même. Et ça, je pense que c'est un point qu'il faut fortement accentuer, et ça permet de répondre à ces problèmes-là d'adoption de technologies d'autres domaines et de les adapter. Monsieur, excusez-moi, il y avait une question pour la salle. Je vais d'abord passer la parole à tout le monde, je reviens vers vous après. Oui. Bonjour, merci pour cette présentation. J'avais une question pour Nicolas en particulier, peut-être. Vraiment, vous nous avez montré que c'était une approche systémique. C'est vraiment l'ensemble de l'organisation, l'ensemble de l'entreprise et l'ensemble du système qui est modifié. Du point de vue des opérateurs sur les lignes de production, pour vous, quel est le changement pour ce type de personnel et quel est le changement dans le rapport au travail? Alors, je vais dire qu'il y a je reprends sur deux aspects différents. Il y a l'exploitation du système de production. Aujourd'hui, un opérateur sur ligne de production qui n'est pas à l'aise avec un écran tactile, ça va être difficile. Aujourd'hui, voilà, on pilote, en réalité, on ne pilote plus une machine, on pilote un ordinateur qui pilote la machine. Donc il faut une certaine appétence pour ces sujets du digital. Le deuxième aspect que j'ai perdu en route, c'était le fait aussi que si on veut bâtir un système flexible, agile et performant, il faut le penser pour qu'il puisse évoluer tous les jours. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire à tous ceux avec qui je travaille que chaque jour où on applique les mêmes méthodes que la veille, c'est un jour de perdu parce qu'on n'a pas amélioré. Ça les énerve quand je dis ça, mais pourtant je le pense vraiment. Et donc l'idée, c'est de dire comment est-ce qu'on peut donner les outils et la responsabilité aussi à des opérateurs de proposer des améliorations et de les mettre en œuvre au fil de l'eau, en autonomie, sans juste émettre un besoin. Bon, il y a ça qui m'enquiquine depuis 6 mois, s'il vous plaît, quelqu'un peut me le faire. Il faut redonner le pouvoir aux opérateurs, sous contrôle évidemment, de pouvoir mettre en œuvre des applications avec des outils adaptés. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. En tant que... C'est pour des formations en métrologie. Formation en métrologie, moi je suis contrôleur en qualité. CND, donc c'est contrôle non destructif. J'essaie de me gérer sur une position en tant qu'une formation. Je sais qu'il y a Bureau Veritas, il y a la PAV, mais dans quel domaine je sais que je peux me diriger pour avoir ces références? Parce que maintenant, on arrive à un point, c'est que si vous n'avez pas les diplômes ou les références, vous n'êtes pas pris en tant que contrôleur qualité. Je vais prendre la parole juste parce que je suis dans la métrologie aussi en fait. Mon métier c'est industriel, on fabrique des machines en fait de mesure. C'est du pesage, c'est des bascules un peu spéciales pour peser des voitures, des camions, des avions. Donc c'est de la métrologie. Je vous confirme que c'est compliqué. C'est bon. Non, malheureusement, ouais, il y a peu de formations en France dans les domaines de la métrologie. Ils ne seront pas forcément sur les territoires parce qu'en fait, il y a peu de besoins. Il y a peu de besoins. Si on était nombreux, ça serait super. Moi, je suis le premier à vous dire, si on était nombreux, que ce soit chez moi ou sur le territoire, ça serait super sympa. Et on pourrait ouvrir des formations. Mais moi, les personnes, quand j'ai besoin de les former, je les envoie à Paris ou à LNE. J'en suis réduit à ça depuis des décennies. Voilà, trouver des ingénieurs en métrologie, il n'y a pas de pléthore en fait sur le territoire français métropolitain de lycées qui ont des BTS par exemple.
ou un cursus ingénieur en métrologie. Il faut aller dans les mines dans le nord de la France, dans le réseau des mines. C'est très compliqué. Pourquoi? Parce que c'est un besoin diffus, et pourtant tout ce qui est industriel est contrôlé par un moyen de mesure, X, Y ou Z, ça peut être du dimensionnel, de la masse, des volumes, des trucs, etc. Du débit, plein de choses. C'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'on ne le voit pas. Et donc quand on est qualiticien, c'est plus facile, mais quand on parle de qualité plus métrologie, il faut savoir former ses personnels en interne, en fait. C'est ça. Je suis désolé pour la réponse de Normand, mais malheureusement, C'est une réponse aussi. vous avez mis le doigt sur une de mes problématiques professionnelles, en fait. Voilà. Alors, il y a une autre question. Bonjour. Moi, j'ai envie de savoir un petit peu la place de ChatGPT dans l'industrie 4.0. Donc, au quotidien, est-ce qu'il y aurait une place ou pas? Comment vous voyez un petit peu justement l'interaction entre le personnel, l'industrie 4.0? J'ai pas la réponse. Il y a, pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a des problèmes de sécurité. Aujourd'hui, ChatGPT, alors il faut savoir, ça, je pense que beaucoup le savent déjà, mais il faut savoir que, et on valide, on accepte au moment où on l'utilise le fait que tout ce qu'on dit est la propriété d'OpenAI. Et ils peuvent l'utiliser pour ce qu'ils veulent. Donc déjà, quand on parle à ChatGPT, il faut faire attention à ne pas divulguer des informations confidentielles. Donc ça déjà, ça élimine beaucoup d'applications dans l'industrie. Pour donner quelques exemples, par exemple, Apple a interdit l'utilisation de ChatGPT dans l'entreprise. La deuxième raison qui me fait dire que je ne sais pas répondre, c'est que je pense qu'aujourd'hui, c'est plus ceux qui exploitent ChatGPT, c'est plus pour des questions justement de... c'est des geeks par nature, quoi. C'est-à-dire c'est de l'auto-apprentissage, c'est de l'initiative personnelle, c'est de la passion, c'est de la curiosité. Mais aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit utilisé de façon structurelle comme un outil dans une entreprise. Et sincèrement, je le déconseillerais pour l'instant avec cette application dont les données ne sont pas privées. Si je peux me permettre, ce n'est pas une problématique industrielle, c'est une problématique de tous, en commençant au collège. Tout le monde, la société est exposée en fait. En revanche, ce qui est certain, c'est que dès lors que des applications qui garantissent la sécurité des données seront à disposition, il y a un vrai intérêt à s'y pencher très rapidement, parce que ça fait gagner un temps extrême. Moi, j'aime pas le terme intelligence artificielle, parce qu'en fait, c'est stupide. C'est juste un algorithme qui fait des statistiques en disant s'il y a telle lettre qui s'enchaîne, la probabilité la plus haute, c'est que ce soit ces lettres-là qui continuent. ChatGPT n'a aucune compréhension de ce qu'il raconte. C'est de la génération de texte presque au sens graphique du terme. Donc tous ceux qui ont peur de l'IA, c'est juste qu'ils n'ont pas compris que c'était pas intelligent en fait. Les IA intelligentes, les IA générales, en fait, ça n'existe pas encore. Et il n'y a pas de piste aujourd'hui sérieuse qui émerge, même si ça reste dans les trajectoires de R&D, il n'y a pas de piste sérieuse. Donc déjà c'est bête, donc il faut l'utiliser comme un outil, mais il faut bien être formé, il faut l'inculquer dès maintenant. C'est-à-dire qu'on peut s'en servir pour générer des textes qui ont une probabilité d'être pertinents, mais c'est l'humain qui décide si c'est pertinent ou pas, et on s'en inspire, et on vérifie, et on bâtit, ça sert d'accélérateur, mais ça ne donne pas des réponses vraies. Je pense que ça prendra la place, ouais, mais il faudra tout le monde conseiller de regarder, quand même de s'intéresser aux textes qui étaient générés, parce que souvent il y a des grosses coquilles dedans, et des trucs hallucinants quoi. Ou inventés, parce qu'il y a un cas très rigolo. Les associations, ils inventent des trucs. Ouais. Il y a une histoire drôle aux États-Unis. Il y a un avocat qui n'a pas eu envie de s'embêter à relire les textes de jurisprudence. Donc il a demandé à ChatGPT, j'ai cette affaire, donne-moi la jurisprudence sur l'affaire. L'avocat est allé plaider à la cour, il a ressorti la jurisprudence devant le juge, et finalement c'est l'avocat qui est maintenant devant le juge. Voilà. Voilà. Rien n'a été vrai. C'est tout le défi de nos formations, que de former les jeunes et moins jeunes à ces technologies pour qu'ils n'en soient pas esclaves et qu'ils puissent les maîtriser. Comme tous les outils, ils peuvent être utilisés pour faire des choses bien et des choses pas bien.
Alors, si vous le voulez bien, s'il n'y a pas d'autres questions sur le sujet des formations, on va s'en tenir là pour cette deuxième table ronde. Je vous remercie bien sûr de votre présence à tous. Je remercie les quatre intervenants. Je vous en prie, levez-vous peut-être pour une photo. Mettez-vous là devant. Venez ici. Je vous annonce, ceux qui sont présents dans la salle, que vous aurez 2 tables rondes cet après-midi. Avancez-vous, mettez-vous devant les tables, ce sera plus heureux peut-être pour la photo. Il y a une première table ronde à 14h30, Success Story à l'international, témoignages et retours d'expérience aux interlocuteurs de Business France et de Team France Export.